Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la relation explosive entre les États-Unis et l'Iran. Une tension qui a vraiment failli dégénérer début 2020 après l'élimination du général Soleimani. Mmh. Pour comprendre comment on en est arrivé là, cette volatilité, il faut regarder l'histoire. C'est ce qu'on va faire en explorant une analyse vidéo pour en tirer l'essentiel. Absolument. On parle de deux acteurs majeurs sur la scène mondiale, mais qui, au moment de cette analyse, en tout cas, n'avaient plus aucune relation diplomatique. Depuis plus de 40 ans. 40 ans? Oui. Et l'incident de 2020, ce n'est pas sorti de nulle part. C'est vraiment l'aboutissement d'un long, long contentieux. Cette profondeur historique, elle est clé. Alors, où est-ce que ça commence vraiment? Avec le pétrole, j'imagine. Exactement. Début du XXe siècle. Les Britanniques découvrent d'énormes réserves. Ils créent l'Anglo-Iranian Oil Company. Mais l'accord est, disons, pas très juste. Pas du tout. L'Iran ne touche que 16% des profits de son propre pétrole. 84% pour les Britanniques. Ça a semé des graines de ressentiment très tôt. On imagine bien. Et puis vient la Seconde Guerre mondiale. L'Iran est neutre, mais envahit quand même. Oui, par les Alliés, Royaume-Uni, URSS, puis les USA. Officiellement, c'est la crainte de sympathie pro-nazie du Shah, mais surtout sécuriser le pétrole et créer un corridor vers l'URSS. Il change le dirigeant. C'est ça. Le Shah est renversé, remplacé par son fils, Mohammed Reza Pahlavi, jugé plus malléable. Déjà, on voit l'influence étrangère directe sur le leadership iranien. Après la guerre, retour des tensions sur le pétrole. Voilà. Et là arrive une figure clé, Mohammad Mossadegh, Premier ministre élu démocratiquement en 1951. Et il fait quoi? Il nationalise, Exactement. nationalisation de l'industrie pétrolière, avec un énorme soutien populaire. La réponse britannique, embargo. Et ensuite, le coup d'État de 1953. Le fameux coup d'État, CIA américaine, MI6 britannique, il renverse Mossadegh. Et le chat revient. Il revient, mais cette fois comme un dirigeant autoritaire, et surtout perçu largement comme une marionnette de l'Occident. C'est un tournant absolument crucial. Ça ancre une méfiance terrible. Et ce chat devient donc un allié des États-Unis pendant la guerre froide. Oui, un pilier même. Politique pro-américaine, pro-israélienne aussi. Il lance une modernisation, une sécularisation assez rapide. Droit de vote aux femmes, par exemple. Mais il y a un revers à cette médaille. Ah oui, une répression brutale de toute opposition via sa police secrète, la SAVAK, très redoutée. Ça, combiné à la modernisation forcée, ça aliène profondément les religieux conservateurs, la gauche, une bonne partie du peuple en fait. Ce qui prépare le terrain pour... La révolution de 1979. Exactement. Manifestations massives, répression sanglante et finalement la fuite du chat. Et le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini. Oui, après des années d'exil, il instaure la République islamique. Et là, c'est un bouleversement radical. L'Iran passe d'allié majeur des USA à adversaire déclaré. Toute la dynamique régionale qui change. Et quasiment tout de suite après, il y a la crise des otages. C'est ça. Novembre 79 à janvier 81. Des révolutionnaires prennent l'ambassade américaine à Téhéran. Ils craignaient quoi, hein? Un nouveau coup d'État pour rétablir le Shah, qui était alors aux USA pour se faire soigner. Échoue lamentablement. C'est là que les relations diplomatiques sont totalement rompues. Et cette rupture, elle dure encore aujourd'hui. La méfiance est viscérale. Peu après la libération des otages, un autre conflit majeur éclate, la guerre Iran-Irak. Oui, 1980-1988. Saddam Hussein attaque, il pense profiter du chaos post-révolutionnaire en Iran. Et les États-Unis dans tout ça? Il voit une opportunité d'affaiblir le nouveau régime iranien. Donc, sanctions contre Téhéran et soutien militaire et économique à l'Iran de Saddam. Une guerre terrible apparemment. Effroyablement meurtrière. Des centaines de milliers de morts côté iranien. L'Irak utilise même des armes chimiques. Et pendant ce temps, les USA accusent le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, d'attaques contre des cibles américaines, notamment à Beyrouth en 83. Et les tensions montent aussi en mer, dans le golfe Persique. Oui, en 1988, une frégate américaine touche une mine iranienne. Riposte américaine, opération Praying Mantis. Ils détruisent des plateformes pétrolières, des navires iraniens. Et puis il y a cette tragédie de l'avion civil abattu. Quelques mois plus tard, oui. Le croiseur américain USS Vincennes, opérant dans les eaux iraniennes, croit être attaqué et abat par erreur un avion de ligne iranien. Le vol Iran Air 655. 290 morts. Terrible. Chaque camp accumule les griefs en fait. Exactement.
Ça montre les dangers de l'escalade, les erreurs tragiques en situation de tension extrême. Les décennies suivantes, ça ne s'arrange pas vraiment. Embargo total américain en 95, puis l'Iran dans l'axe du mal après le 11 septembre. C'est ça. Et puis l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Officiellement pour des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Et Téhéran interprète ça comment? Comme un avertissement direct. Soit tu développes l'arme nucléaire, soit tu es le prochain sur la liste. Donc l'Iran accélère son programme nucléaire. Il y a quand même eu une tentative d'apaisement en 2015, non? L'accord sur le nucléaire. Oui, le JCPOA, négocié sous Obama. L'Iran accepte de limiter très fortement son programme, autorise des inspections poussées, en échange de la levée des sanctions économiques. Une fenêtre semblait s'ouvrir. Une fenêtre qui s'est refermée assez vite. Très vite, 2018, le président Trump retire les États-Unis de l'accord. Il rétablit des sanctions encore plus dures. Pression maximale. Et la tension remonte en flèche. Immédiatement. Incident naval dans le Golfe en 2019, un drone américain abattu par l'Iran, des pétroliers saisis de part et d'autre, des attaques contre des bases américaines en Irak attribuées à des milices pro-iraniennes. Ce qui nous ramène à cette crise de début 2020. Exactement. 3 janvier 2020, Soleimani, assassinat ciblé du général Soleimani par un drone américain. Onde de choc mondiale. L'Iran riposte quelques jours plus tard, tir de missiles balistiques sur des bases en Irak abritant des Américains. Le monde retient son souffle. Heureusement, si on peut dire, il n'y a pas de victime américaine directe. Ça offre une porte de sortie. L'Iran peut dire « on a riposté », les USA peuvent choisir de ne pas contre-attaquer militairement. Mais il y a quand même une autre tragédie dans la foulée. Oui, dans la confusion, la tension extrême de ces jours-là, la défense antiaérienne iranienne abat par erreur un avion de ligne ukrainien juste après son décollage de Téhéran. 176 personnes tuées, un drame terrible qui montre le coût humain, même quand la guerre ouverte est évitée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de cette longue histoire? On voit une histoire complexe, façonnée par les interventions étrangères, la lutte pour le pétrole, une révolution qui a tout changé, une méfiance vraiment profonde et des cycles d'escalade qui ont frôlé le pire plusieurs fois, comme en 2020. C'est ça. Cette chronologie, elle montre bien comment des décennies d'événements interconnectés ont créé cette situation explosive. Tout à fait. Et même si l'analyse qu'on a explorée s'arrête début 2021, les dynamiques de fond, les griefs historiques, les intérêts divergents, cette méfiance mutuelle, tout ça persiste. La paix, ou du moins l'absence de guerre ouverte, ça reste très précaire. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière question pour la réflexion. Oui, une question importante. Au vu de cette histoire chargée, et de toutes ces fois où l'escalade a été évitée de justesse parfois, on a l'impression, par chance, quelle stratégie on pourrait imaginer pour s'assurer que cette chance, elle ne s'épuise pas la prochaine fois. Parce qu'il y aura sans doute une prochaine crise.